te hinaroneia te hamarumete te pupu no UNC te pupu eraro no to rato wharirame tato te ine mahana te hepitoma. Donc je vais faire ma présentation en français. I will speak in French, but thanks to Alex, the slides will be in English. Alors, le travail que je vais vous présenter, en fait, prend sa source avec une publication importante pour nous en Polynésie française, à savoir l'Atlas linguistique de la Polynésie française, publié en 2015 par deux auteurs, Jean-Michel Charpentier et Alexandre François. Donc, c'est une œuvre colossale, puisqu'elle comporte 2562 pages, principalement des cartes linguistiques réalisées. Alors, vous pouvez accéder à cet ouvrage en suivant l'un de ces deux liens. C'est une approche onomasiologique, c'est-à-dire du sens vers les formes, en partant d'une liste de 2253 entrées lexicales. Jean-Michel Charpentier, principalement, a enquêté sur le terrain, sur 20 points d'enquête différents, que je vais vous montrer tout à l'heure, sur l'ensemble de la Polynésie française. Et donc, à cette occasion, il a recueilli plus de 63 000 items lexicaux sur les différents points. Et ces données ont ensuite été traitées et intégrées par Alexandre François pour générer des cartes qui sont donc disponibles dans cette publication au format PDF. Alors c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Jean-Michel Charpentier, qui nous a quittés en 2014. Jean-Michel qui était un compagnon de route aussi des rivières, dont nous avons parlé en début de semaine. Et Jean-Michel donc était davantage connu pour ses travaux sur le Vanuatu, sur le Biche-Lamarche, sur les langues du sud de Malakula. Et en particulier, en 1982, il a réalisé un atlas linguistique du sud de Malakula. C'est pour cette compétence, en fait, qu'il a été ensuite sollicité, alors par un réseau un peu dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sollicité par Louis Pelzer de l'Université de la Polynésie française pour réaliser un travail équivalent sur la Polynésie française. Donc il a enquêté dans cet espace entre 2004 et 2010. Et donc voilà les points d'enquête. Et l'intérêt de ce travail, c'est qu'il offre une plus grande granularité, une plus grande précision, et en particulier sur une zone qui va nous concerner aujourd'hui. Par exemple, vous voyez, sur les Tuamotu, il y a plus de 9 points d'enquête. Alors voilà un exemple de carte issue de l'Atlas. Donc vous voyez, à partir d'une entrée sémantique que vous voyez en haut, un mot, par exemple ici dormir, j'espère que je ne vous endors pas, mais vous avez donc la manière de dire dormir sur ces différents points d'enquête. Et donc on a ce même type de carte qui reproduit plus de 2000 fois dans l'ouvrage. Alors, c'est donc le point de départ de ma propre recherche, puisque tout n'est pas encore enquêté. Beaucoup de choses, beaucoup d'îles le sont déjà, mais certaines îles ne le sont pas encore. Et en particulier, si je remonte à la carte précédente, vous voyez qu'au Tuamotu, il y a Whangatau, le point numéro 10, mais par exemple, il n'y a pas l'île de Whakahina. Or, l'île de Whakahina est une île intéressante du point de vue des enquêtes, parce que c'est une île d'abord qui n'est pas dans l'atlas linguistique, mais qui n'est pas non plus, qui a été peu enquêtée par un autre contributeur important de la connaissance des langues de Polynésie française, à savoir Frank Stimson. Frank Stimson a travaillé dans ces îles à partir des années 1928-29 et années 1930. Et donc, il n'est resté qu'une seule journée à Whakahina. Donc, c'était un point pour lequel on avait assez peu d'informations. Or, il se trouve que donc Whakahina, alors voilà, où est Whakahina? Whakahina, donc c'est à 950 km de Tahiti. Alors, vous savez, la Polynésie française est très centralisée, tout est à Tahiti, autour de Papeete. Donc, plus vous vous éloignez, plus vous êtes susceptible de trouver des communautés un peu plus préservées, des changements contemporains. Donc, c'est un petit atoll de 11 km², population effective, lorsque nous y étions, 80 habitants, un vol par semaine, ce qui est à l'échelle de la Polynésie française peu, et un bateau par mois pour le fret. Donc c'est un atoll relativement enclavé. Voilà donc l'atoll, le village principal est ici, Talione, et l'activité économique principale c'est le copra. Voilà. Alors, donc, à l'occasion de cette mission conduite alors, j'ai eu l'occasion d'accompagner une mission archéologique organisée par Eric Comte et Guillaume Maule en avril et début mai 2019, pendant 15 jours. Et donc, je me suis concentré à l'occasion de cette
enquête sur la collecte prioritairement du lexique Fakahina en partant des entrées lexicales de l'Atlas. J'ai par ailleurs enregistré 1000 mots avec 3 itérations en prévision d'une future sonorisation de l'Atlas en ligne lorsqu'il sera prêt. Et bon, j'ai eu le temps d'en faire quelques enregistrements, malheureusement pas suffisamment à mon goût, mais bon, j'ai 7 heures de corpus, en particulier autour de sujets qui intéressaient les archéologues. Mes 2 principaux informateurs pour le lexique ont été donc Robert Ahini et Francis Perret, ils ont été adoptés tous les deux. Alors on n'aura sans doute pas le temps d'en discuter, mais un point important, c'est la question de la mobilité en fait, au Tuamotu. Et là, on a déjà l'indication de la mobilité, c'est que ces 2 personnes qui m'ont été présentées comme les locuteurs les plus compétents dans la langue sont précisément des gens qui ont été adoptés, mais très tôt, à l'âge d'1 mois. Et ils ont grandi tous les 2 à Fakahina. Et donc, ils m'ont aidé beaucoup pour ce travail. Donc, j'en profite de l'occasion pour les remercier. Alors, donc, je me voilà avec mes données de l'Atlas linguistique et il fallait donc les intégrer dans un ouvrage qui existait déjà, dont je rappelle que sa présentation est un format statique, un PDF, un format PDF. Donc, il se trouve que depuis 2016, en partenariat avec Mary Raworth, nous avons commencé à réfléchir au basculement de l'Atlas sous une forme dynamique. Donc, et grâce au travail d'Alex, qui avait derrière les cartes, si vous voulez, il y a un fichier Toolbox. Et donc, Alexandre a cédé ce fichier Toolbox à l'Université de la Polynésie. Nous avons pu partir de ce document pour générer progressivement un atlas sous forme de base de données dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette base de données? Du coup, on trouve les entrées lexicales dont je vous ai parlé. On trouve les points d'enquête et les différents points d'enquête déjà enquêtés par Jean-Michel Charpentier, auxquels j'ai moi-même rajouté donc, le point de Fakahina. Et puis, grâce, entre autres, à une étudiante, Vahira Aouti, et puis par moi-même, j'ai pu intégrer d'autres points hors de la Polynésie française pour élargir le périmètre de comparaison. Donc, et pour chacune de ces formes, vous avez la source qui est indiquée systématiquement. Donc tout ça donne une feuille de synthèse que je vous montre. Donc voilà, vous avez là une visualisation d'un extrait de la base de données. Donc ici, vous avez les points d'enquête, les formes recueillies sur ces points d'enquête. Parfois, il peut y avoir plusieurs formes pour un même point d'enquête, et puis les sources. Et par exemple, voilà, donc dans cette base, j'ai déjà injecté les éléments recueillis à Fakahina. Puis voilà, d'autres points d'enquête rajoutés, au-delà des 20 points ou des 21 points avec Fakahina qui sont internes à la Polynésie française, vous avez des points externes désormais à la Polynésie française disponibles dans la base et tirés des différentes sources qui sont citées ici. L'intérêt également de cette base, c'est qu'on peut à la volée générer à nouveau une carte. Donc ici, vous avez une carte qui est générée à partir de la base de données. Et vous remarquerez que sur cette carte, il y a de la couleur. Alors, que signifie cette couleur? En fait, elle indique que, par exemple, si je prends le mot « moé », qu'on trouve dans un certain nombre de langues de Polynésie française et à l'extérieur de la Polynésie française, eh bien qu'elles ont un étymon commun qui est mohé en proto-polynésien. Alors d'où vient cette information? Eh bien, elle vient du Polex. Donc là, je suis très ému de parler devant les gens qui se sont investis dans cet outil. Et grâce au Polex, nous avons pu injecter dans cette base de données de l'information diachronique. Et donc, nous avons puisé dans le Polex ces informations. Donc ici, vous avez en fait des formes qui sont issues du Polex avec leur sens. Et donc, une des premières tâches que j'ai dû réaliser, c'est de connecter les entrées lexicales sémantiques de l'Atlas avec les formes du Polex qui voulaient dire quelque chose d'équivalent. Donc ici, ça me permet de faire cette connexion. Par ailleurs, voilà. Par ailleurs, j'ai renseigné dans la base, on peut renseigner des tables de transformation où on indique en partant, alors là, c'est pas indiqué, mais en fait, c'est en partant du proto-polynésien, on peut indiquer que si j'ai L en proto-polynésien, alors je vais trouver Re en Fakahina aujourd'hui. Donc, on a des tables de correspondance, de transformation plus exactement. Et du coup, on a donc 2 nouvelles informations supplémentaires qui s'ajoutent dans la base, qui relèvent de la diachronie. Donc, à partir de cette information diachronique, vous voyez, on a la forme, les points d'enquête, la forme contemporaine, leurs sources, et ensuite, grâce à un algorithme développé par Hugues Talfer, qui est l'informaticien qui nous aide dans ce travail, vous avez ici une reconnaissance immédiate des formes
formes régulières, c'est-à-dire des formes qui reflètent l'étymon proto-polynésien et qui ont conservé le sens du proto-polynésien. Merci. Par ailleurs, quand le reflet n'est pas régulier, on peut commencer à faire une analyse des sources d'innovation, que ce soit une innovation morphologique, une innovation sémantique ou bien carrément un remplacement si c'est un mot nouveau qui a pris la place d'une forme ancienne. Alors voilà l'exemple justement sur Whakaina. Donc sur Whakaina, vous voyez qu'on a par exemple ici le mot en Whakaina puté qui veut dire sac et qui reflète parfaitement la forme proto-polynésienne. Cette forme a été identifiée automatiquement par l'algorithme comme étant régulière. En revanche, ici, vous avez des formes qui ne sont pas identifiées comme étant régulières. C'est là qu'il faut passer à une analyse à l'œil humain et dire, bon ben voilà, c'est pas régulier parce que, par exemple, il y a eu un changement sémantique. Ici, vous avez, ça c'est le mot pour dire l'écope. Normalement, la forme pour écope, ça devrait être tata, en proto-polynésien. Je ne trouve pas tata, je trouve capou. Je trouve que capou veut dire un récipient en forme de coupe. Donc il y a eu un léger glissement sémantique et on peut donc l'encoder en cochant là-bas innovation sémantique, etc. Donc, on a donc des données diachroniques, synchroniques d'abord. Voilà, la donnée synchronique, c'est sur les différents points d'enquête, les formes qui ont été recueillies. Et puis, on a de la donnée diachronique. On peut dire, par exemple, ici, pour le mot tangata, bon, la forme en Whakaina reflète parfaitement la protoforme qu'on trouve dans les états antérieurs de la langue. En revanche, ici, vous avez des innovations lexicales. Alors d'abord, excusez-moi, des innovations phonologiques. Par exemple, en proto-polynésien, on a Taetuli qui pourrait dire le cérumen, qui va donner Katuli en Whakaina. Et donc, on a une transformation de te en que. Ici, on a ne qui devient re, kino qui devient kilo. Ça, c'est du phonologique. Et puis, des innovations sémantiques, puisqu'on a le mot pour dire ram partout, c'est plutôt roé, sauf qu'ici, à Whakaina, ils disent cacao. Alors, on a bien une forme cacao en proto-polynésien qui veut dire le manche. Donc, probablement, ici, on a gardé le signifiant du mot manche, mais on lui a associé le sens de roé. Et enfin, les formes pour lesquelles on ne trouve rien dans le pollex, ou en tout cas pas immédiatement, que je n'ai pas encore trouvé. C'est un travail qui vient de démarrer, mais pour l'instant, pour lequel je n'ai pas trouvé de forme dans le pollex. Et donc, je suppose que là, on a d'innovation lexicale. L'intérêt donc de l'intégration de cette information particulière sur le point de Whakaina, c'est la comparaison possible avec les autres îles, en particulier ici pour le périmètre des Tuamotu. Et vous voyez que certaines formes, donc si je prends Tangata, c'est conservé partout, mais si on bascule sur la question de l'innovation, on voit qu'on a des innovations qui sont parfaitement partagées sur l'ensemble des Tuamotu, sur les 9 points d'enquête en tout cas, avec Katuri par exemple, ou encore ici Tikahiri pour le sang. Et puis il y a d'autres choses où c'est beaucoup plus inégal. Et donc la question, c'est comment traiter cette information. Alors, l'outil méthodologique que j'ai pris pour le moment, je l'ai emprunté à Alexandre François et une publication dont il a déjà été question sur les linkages et la manière de représenter ces linkages. Comment tu dirais linkage ? Les chaînages, voilà. Et donc, il propose une formule qui est ce qu'il appelle la cohésion, le taux de cohésion, avec l'idée, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la formule mathématique, mais voilà, prenons un exemple. Ici, si vous prenez 2 points d'enquête, Whakaina et Amanu, ces 2 points d'enquête, en tout, si on les met tous les deux cumulés, on trouve dans l'ensemble d'un échantillon ici, j'ai travaillé sur 222 mots déjà, on trouve sur 222 mots 108 mots pour lesquels il y a eu une innovation dans ce couple-là. L'innovation cumulée. Simplement, 53 sur ces 108 mots, 53 de ces mots sont des innovations qui ont lieu à la fois en Whakaina et en Amanu, éventuellement à l'extérieur, mais en tout cas entre ces deux langues-là. Et 54 innovations ont eu lieu dans l'une ou l'autre langue, mais pas dans les deux langues en même temps. Donc on a 2 informations contradictoires. Une information qui nous dit, voilà, ces deux langues partagent quelque chose en commun dans l'innovation, et puis là, inversement, elles ont partagé quelque chose avec une autre langue à l'extérieur ou plusieurs autres langues à l'extérieur. Et donc la formule de cohésion nous permet d'estimer la proportion de ces deux informations. Donc là, pour le dire simplement, pour Whakaina, vous avez sur 100 innovations, vous en avez 50 qui sont communes aux deux langues, dans le couple de ces deux langues. À partir de ça, on peut donc tirer une information sur la cohésion entre les langues. Et ça sera assez rapidement ma première petite conclusion.
c'est que là, vous avez la carte qui est présente dans le dictionnaire de Stimson et Marshall, publié en 1964, avec un certain nombre d'aires linguistiques identifiées par Stimson. Alors, Stimson est très prudent, il dit bien, il n'affirme pas que ce sont des aires linguistiques, il dit c'est ce que me disent les gens, voilà les ensembles linguistiques. Et de fait, cette carte est reproduite jusqu'à aujourd'hui dans de nombreuses publications scientifiques comme une sorte d'état de fait. Bon. Si j'applique le taux de cohésion dont je vous ai précisé rapidement la formule de calcul, voilà ce que j'obtiens comme proximité. En fait, le Fakahina a le plus fort taux de cohésion avec Amanu, qui est complètement en dehors de l'aire dialectale identifiée par Stimson. Donc, Amanu, c'est là. C'est ici qu'il y a la plus forte cohésion. Et puis, ça reste très fort également, vous voyez, avec Makemo. C'est-à-dire deux îles qui sont complètement en dehors de l'aire qui avait été identifiée par Stimson. Et puis, en troisième, on a Takaroa Takapoto, qui est encore plus loin. Et finalement, Fangata, qui est identifiée comme soi-disant la famille des îles les plus proches du point de vue linguistique, elle est finalement assez éloignée elle a un taux de cohésion qui est plus faible. Bon, le taux de cohésion le plus faible étant en fait celui avec Fakaina et Reao, mais Reao est de fait, quand on regarde les statistiques, constitue vraiment une île à part du système. Alors, conclusion, donc je résume rapidement ce que nous avons donc réalisé. C'est encore un travail en cours et j'espère pouvoir poursuivre ce travail, en particulier avec Alex et Mary pour l'enrichir, et puis peut-être avec d'autres partenaires ici dans cette salle. Mais donc, grâce à ce basculement sous une forme numérique, on est passé d'une forme statique de l'Atlas à une base de données dynamique. On peut du coup désormais y ajouter de nouveaux points d'enquête, c'est-à-dire que toute occasion va être bonne désormais quand il y aura un déplacement dans telle ou telle île non enquêtée, de pouvoir rajouter de l'information dans la base très facilement. Et donc, grâce à l'apport d'informations du POLEX, on a pu y ajouter de l'information diachronique et on commence tout juste à voir qu'est-ce que ça peut permettre de tirer comme conclusion sur la diversification interne dans la Polynésie française, mais aussi à l'extérieur avec les langues qui sont apparentées, dans les langues polynésiennes de l'Est. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Poursuivre le travail d'analyse diachronique, en particulier, là je vous ai dit que j'avais travaillé sur 222 mots pour l'instant, enfin entrée lexicale. Il faut poursuivre ce travail minutieux et puis surtout le faire réviser par des collègues qui peuvent venir en renfort et éventuellement contester mes propositions. Poursuivre l'analyse glotométrique, à la fois à l'intérieur de la Polynésie française et avec les autres langues de l'Est, d'abord, puis peut-être au-delà. Continuer aussi le travail de visualisation de ces informations au grand public. Donc, nous sommes en train de développer donc, une base de consultation pour le grand public avec les cartes que vous avez vues tout à l'heure qui s'affichent à la volée. Peut-être aussi, imaginez, pour l'instant, moi j'ai aspiré l'information dans le POLEX, mais de manière sauvage. C'est-à-dire que j'ai récupéré l'information, mais on peut imaginer à terme, grâce à l'informatique, de faire une connexion directe en fait, avec un travail de connexion directe où il y aurait des deux bases pourraient véritablement dialoguer, de telle sorte que lorsque de nouveaux étimons sont construits dans la base POLEX, nous en soyons immédiatement informés dans cette base-là, et réciproquement. Et il faut désormais également comparer les premières données obtenues avec la glottométrie historique avec ce que nous dit l'archéologie, l'ethnolinguistique, en particulier sur les mouvements de population. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans ce sujet-là, mais il y a de toute évidence une très forte mobilité à la fois ancienne et récente au Tuamotu, qui reste encore à préciser. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir dans quelle mesure les données archéologiques, ethnolinguistiques recoupent ou pas les éléments linguistiques que je viens de vous présenter. Voilà. Te koa hoki marumei te wharoramai. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Jacques. Une question que je me pose là.
utiliser à long terme, hein, plus tard, non seulement les mêmes moyens, les mêmes méthodes pour d'autres langues polynésiennes, mais en principe, on pourrait l'utiliser pour les langues de Mélanésie, enfin, on pourrait, de la famille océanienne entière. C'est peut-être pas ton projet dans les prochains mois, mais... Oui, la base de données peut être éventuellement, enfin l'outil derrière les outils de conception derrière la base de données peuvent être utilisés. Alors, ceci dit, avec un détail important différent, c'est que toute la partie reconnaissance automatique des reflets contemporains est grandement facilitée par la régularité des transformations dans les langues polynésiennes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de changements conditionnés. Ça sera beaucoup plus difficile à programmer, afin d'imaginer les algorithmes pour faire l'équivalent dans d'autres langues plus à l'ouest. Oui. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Je sais que tu ne voulais pas en parler, des données ethnologiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de matériel ? Sur Whakaina ou sur les Tuamotu en Sur les général ? Tuamotu. Sur les Tuamotu, oui, on a en fait beaucoup de données ethnologiques recueillies, en particulier par Stimson. Il y a ces notes qui sont au Peabody Museum de Salem. Et puis des travaux contemporains, je pense à Frédéric Torrent, par exemple, ou Émilie Nollet, qui travaille sur ces espaces, et d'autres travaux en cours. Donc on a effectivement beaucoup d'informations ethno-linguistiques. Plutôt certains groupes. Plutôt certains groupes pour le moment. Anna, par exemple, avec Frédéric Torrent, a été très étudiée. Je sais qu'Émilie Nollet partait sur le terrain à Reao ces jours-ci. Makemo, je crois, est enquêté en ce moment. Donc oui, il y a de la donnée, mais il y a de la donnée réalisée plutôt par des anthropologues ou des archéologues. Ce que tu as présenté, par exemple, je trouve que ça serait tout à fait passionnant sur cette terre linguistique particulière des Tuamotu d'envisager des études variationnistes, parce que c'est sans doute un des espaces bien sûr, avec des enjeux de mobilité des populations, etc. Merci.